Arrêtez ça immédiatement !» La voix de William Monroe résonna dans tout le manoir, glaciale et autoritaire. Il venait d'entrer dans le grand salon et ce qu'il y vit figea le sang dans ses veines. Sa fille, Lily, 8 ans, paralysée depuis un tragique accident de voiture, tournait joyeusement sur elle-même dans son fauteuil roulant, applaudissant, riant, les joues rouges de bonheur. C'était un son que William n'avait plus entendu depuis des mois, un éclat de vie qu'il croyait perdu. À ses côtés, un homme, Marcus, le nouveau chauffeur noir qu'il avait engagé à peine 3 semaines plus tôt. Il dansait doucement au rythme d'une musique entraînante jouée depuis son téléphone. Il tenait la main de la fillette avec une délicatesse bouleversante, tournoyant lentement autour d'elle comme s'il partageait un secret. William ne comprenait pas. Qui était cet homme pour entrer ainsi en leur intimité? Pourquoi dansait-il avec sa fille? Et surtout, pourquoi elle souriait autant avec un inconnu alors qu'aucun thérapeute n'avait réussi à éveiller une seule émotion depuis l'accident? Ce jour-là, William pensait avoir tout vu. Il était loin d'imaginer que la vérité derrière cet homme allait tout remettre en question. Jusqu'à sa propre humanité. Un silence glacial envahit la pièce. Marcus coupa la musique sans un mot et recula de quelques pas, les paumes ouvertes, comme pour apaiser un animal sauvage. Lily, elle, fixait son père avec de grands yeux humides. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le rire avait disparu. Son petit monde venait d'être brisé en un instant. « Papa » murmura-t-elle, « on dansait juste ?» William s'avança d'un pas brusque vers Marcus. « Pour qui vous prenez-vous ? Vous avez été engagé pour conduire ma fille, non pas pour faire le clown dans mon salon. » Marcus répondit d'une voix douce, sans une once de provocation. « Monsieur Monroe, je ne voulais pas manquer de respect. Votre fille, elle avait besoin de se reconnecter à la joie. La musique l'aide. »« La musique ?» répéta William, incrédule. « Ma fille est en fauteuil roulant. Elle ne peut pas danser. Elle ne pourra jamais danser. » Lily se mit à pleurer. Marcus tourna brièvement la tête vers elle, puis revint à William. « C'est faux. Elle peut danser. Pas comme avant, mais autrement. Par les bras, par les émotions. Elle ressent la musique et elle vit. C'est déjà danser. » William resta figé. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi depuis l'accident. Les spécialistes, les kinés, les psys, tous parlaient de protocole, de patience, de progrès. Mais jamais de joie, jamais de musique. Marcus baissa lentement les yeux vers Lily. « Tu te rappelles ce qu'on a dit, petite ?» La fillette hocha timidement la tête. « Certains papillons volent différemment, mais ils volent quand même. » William serra les dents. Il détestait ce sentiment qui montait en lui, ce mélange de doute, de honte et de peur. Il avait l'impression de perdre le contrôle, et ça, c'était inacceptable. « Prenez vos affaires, Marcus, vous êtes renvoyé. » Marcus ne répondit pas. Il s'agenouilla devant Lily, lui tendit une petite carte en bois gravé, un papillon aux ailes asymétriques. « N'oublie jamais ce qu'on a commencé. Tu es déjà en train de voler. » Puis il se releva, salua poliment William et quitta la pièce. Le silence qui suivit n'était plus glacial. Il était insupportablement vide. Lorsque la porte se referma derrière Marcus, Lily éclata en sanglots. William, debout au centre du salon, ne savait plus s'il devait s'énerver ou s'expliquer. « Il n'avait pas à te toucher, ce n'est pas son rôle. »« Mais il me faisait me sentir normal !» cria-t-elle entre deux sanglots. « Tu ne comprends pas. Il me faisait rire, il me faisait danser !» Elle jeta violemment un coussin au sol. Un geste rare venant de cette petite fille en dînera si calme. William tenta de s'approcher, mais elle tourna la tête. « Laisse-moi tranquille !» Plus tard, dans sa chambre, Lily restait silencieuse, fixant la petite carte en bois que Marcus lui avait laissée. Elle la faisait tourner entre ses doigts, les larmes toujours coincées au bord des yeux. De son côté, William s'enferma dans son bureau, cherchant à se convaincre qu'il avait pris la bonne décision. Mais dans son fond intérieur, quelque chose le dérangeait. L'attitude de Marcus, ce calme, cette phrase étrange à propos des papillons. Ce n'était pas une phrase de chauffeur. Et puis ce regard qu'il avait eu en partant, ni colère, ni soumission, juste une certitude, comme s'il savait que son départ n'était pas la fin de l'histoire. Ce soir-là, alors que le manoir sombrait dans un silence pesant, William eut un flash, le rire de Lily. Quelques heures plus tôt, ce son qu'il n'avait pas entendu depuis 6 mois, il se rendit compte qu'il l'avait interrompu, écrasé. Mais il était trop tard. Le chauffeur était parti, et avec lui la senestarque de lumière qui avait percé les ténèbres depuis l'accident.
Le manoir Monroe avait retrouvé son calme, un calme glacial, vide de toute chaleur. Depuis le départ de Marcus, Lily refusait de quitter sa chambre. Les repas restaient intacts sur le plateau, les kinésithérapeutes venus chaque matin repartaient bredouilles après des séances où la fillette ferma les yeux, muette et immobile. « C'est comme si elle s'était éteinte », déclara l'un des spécialistes à William, le regard inquiet. Mais William lui refusait d'admettre une erreur. Il répétait à tous que sa décision était logique, précautionnaire, professionnelle. Pourtant, chaque nuit, il repensait à cette scène, à Lily qui riait, au geste doux de Marcus et à cette phrase qui revenait sans cesse. Certains papillons volent différemment. James, son assistant personnel, tenta un jour d'aborder le sujet. « Monsieur, je voulais juste vous signaler que Marcus n'a pas demandé de lettre de recommandation, ni contesté son licenciement. Il juste parti. » William leva à peine les yeux de son ordinateur. Il a compris que sa place n'était pas ici. Mais il n'en croyait pas un mot. Ce calme de Marcus, son détachement, son regard. Rien ne collait à l'image d'un simple chauffeur. Et puis, il y avait ce détail étrange. La petite carte en bois, gravée à la main, un objet trop personnel, trop symbolique, comme un message ou un souvenir. Le lendemain matin, William se leva plus tôt que d'habitude. Il se rendit au garage, là où Marcus passait du temps à nettoyer la voiture. L'espace était propre, vide, mais un objet attira son attention sur la banquette arrière. Une chemise en cuir oubliée. À l'intérieur, aucun permis, aucun papier de travail. Juste des notes manuscrites, des diagrammes, des exercices thérapeutiques pour enfants, en situation de paralysie. Et au milieu, une page. Lily M. Plan de stimulation musicale, phase 2. William resta figé. Phase 2. Il referma lentement le dossier, le cœur battant. Qui était vraiment Marcus? Et pourquoi connaît-il l'état de sa fille mieux que n'importe quel médecin qu'il avait engagé jusqu'ici? Il commençait à comprendre que Marcus n'était pas entré dans leur vie par hasard. Et il allait bientôt découvrir que ce chauffeur savait bien plus de choses qu'il ne le montrait. À l'autre bout de la ville, dans un petit appartement sobre mais ordonné, Marcus était assis devant un vieil ordinateur portable. L'écran affichait une série de courriels en anglais, en français et en portugais. Des messages médicaux, des échanges universitaires, rien qui ne ressemblait à la vie d'un simple chauffeur. Il répondit brièvement à l'un d'eux. « Je dois reporter ma participation à la conférence sur la neuroplasticité. Un cas prioritaire requiert mon attention. Dr Marcus Silva. » Puis il posa son regard sur une photo encadrée, posée à côté de son clavier. Une petite fille brune, souriante, dans une balançoire. Luna, sa fille, morte dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, presque dans les mêmes circonstances que Lily. Depuis ce jour, Marcus avait abandonné les conférences, les laboratoires, les hôpitaux privés. Il s'était lancé dans une quête silencieuse, personnelle. Il cherchait des enfants comme Luna, des enfants brisés, pour leur offrir ce que la médecine froide n'offrait pas, l'espoir, le rythme, la musique, la vie. De retour au manoir, William fouillait discrètement le contenu de la chemise retrouvée. Il tomba sur des articles scientifiques publiés sous le nom de Marcus A. Silva. Il lut, abasourdi, des titres comme « La danse comme catalyseur neuro-émotionnel chez l'enfant paralysé »,« Thérapie rythmique et mémoire musculaire post-traumatique ». Tout concordait. Marcus n'était pas un chauffeur. Il était un médecin, un spécialiste de renommée internationale. Et il avait travaillé dans le même hôpital parisien où Elena, la mère de Lily, avait été suivie autrefois pour une grossesse à haut risque. Une photo tomba du dossier. On y voyait une femme blonde, rayonnante, allongée dans un lit d'hôpital, tenant la main d'un jeune médecin. C'était Elena. Et le médecin? C'était Marcus. William sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa femme connaissait Tom. Elle avait travaillé avec lui, même. Peut-être elle lui avait fait confiance avant lui. Dans un coin du cliché, une date manuscrite. 24 avril. 6 ans auparavant. Et juste en dessous,
écrit en français. Promis, je prendrai soin d'elle, si jamais le pire arrive. William n'arrivait plus à respirer. Marcus n'était pas apparu par hasard. Il avait une mission. Et peut-être que la seule erreur avait été de le renvoyer. Le lendemain matin, William était déjà assis dans son bureau avant même le lever du soleil. Il n'avait pas dormi. La chemise de Marcus, la photo avec Elena, les documents médicaux, tout tournait en boucle dans sa tête. Il avait besoin de réponses. Officielles. Totales. James. Appelez une agence de détective privé. Je veux un rapport complet sur Marcus Silva. Diplôme, emploi, tout ce qu'on peut trouver sur lui depuis 15 ans. James fronça les sourcils. Puis-je demander pourquoi, monsieur ? William soupira longuement, posant la photo sur le bureau. Parce que j'ai peut-être commis la plus grave erreur de ma vie. Dans les jours qui suivirent, Lily dépérissait. Elle ne mangeait presque plus, elle refusait de parler. Ses jambes, bien qu'immobiles, tremblaient légèrement parfois, comme si elle ressentait encore l'élan du mouvement, mais plus la force de le suivre. Le rapport arriva 3 jours plus tard. William s'enferma pour le lire seul. Marcus Silva. Né à Salvador de Bahia, Brésil. Diplômé en médecine à Sao Paulo. Doctorat en neurosciences à Paris. Spécialiste en thérapie par la musique et le mouvement. Il avait travaillé dans plusieurs cliniques de rééducation pédiatrique et publié dans des revues médicales prestigieuses. Il parlait 5 langues. Mais surtout, il avait perdu sa fille, Luna, dans un accident très similaire à celui de Lily. Depuis ce jour, Marcus avait abandonné les conférences, les laboratoires, les hôpitaux privés. Il s'était lancé dans une quête silencieuse, personnelle. Il cherchait des enfants comme Luna, des enfants brisés. Pour leur offrir ce que la médecine froide n'offrait pas, l'espoir, le rythme, la musique, la vie. De retour à la maison, William fouillait discrètement le contenu de la chemise retrouvée. Il tomba sur des articles scientifiques publiés sous le nom de Marcus Silva. Il lut, abasourdi, des titres comme « La danse comme catalyseur neuro-émotionnel chez l'enfant paralysé »,« Thérapie rythmique et mémoire musculaire post-traumatique ». Tout concordait. Marcus n'était pas un chauffeur, il était un médecin, un spécialiste de renommée internationale. Et il avait travaillé dans le même hôpital parisien où Elena, la mère de Lily, avait été suivie autrefois pour une grossesse à haut risque. Une photo tomba du dossier. On y voyait une femme blonde, rayonnante, allongée dans un lit d'hôpital, tenant la main d'un jeune médecin. C'était Elena. Et le médecin ? C'était Marcus. William sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa femme connaissait Ombre. Elle avait travaillé avec lui. Même, peut-être, elle lui avait fait confiance avant lui. Dans un coin du cliché, une date manuscrite. 24 avril. 6 ans auparavant. Et juste en dessous, écrit en français. Promis, je prendrai soin d'elle, si jamais le pire arrive. William n'arrivait plus à respirer. Marcus n'était pas apparu par hasard. Il avait une mission. Et peut-être que la seule erreur avait été de le renvoyer. Le lendemain matin, William était déjà assis dans son bureau avant même le lever du soleil. Il n'avait pas dormi. La chemise de Marcus, la photo avec Elena, les documents médicaux, tout tournait en boucle dans sa tête. Il avait besoin de réponses. Officielles. Totales. James. Appelez une agence de détective privé. Je veux un rapport complet sur Marcus Silva. Diplôme, emploi, tout ce qu'on peut trouver sur lui depuis 15 ans. James fronça les sourcils. Puis-je demander pourquoi, monsieur ? William soupira longuement, posant la photo sur le bureau. Parce que j'ai peut-être commis la plus grave erreur de ma vie. Dans les jours qui suivirent, Lily dépérissait. Elle ne mangeait presque plus. Elle refusait de parler. Ses jambes, bien qu'immobiles, tremblaient légèrement parfois, comme si elle ressentait encore l'élan du mouvement, mais plus la force de le suivre. Le rapport arriva 3 jours plus tard. William s'enferma pour le lire seul. Marcus Silva.
né à Salvador de Bahia, Brésil. Diplômé en médecine à Sao Paulo. Doctorat en neurosciences à Paris. Spécialiste en thérapie par la musique et le mouvement. Il avait travaillé dans plusieurs cliniques de rééducation pédiatrique et publié dans des revues médicales prestigieuses. Il parlait 5 langues. Mais surtout, il avait perdu sa fille, Luna, dans un accident très similaire à celui de Lily. Depuis ce jour, Marcus avait abandonné les conférences, les laboratoires, les hôpitaux privés. Il s'était lancé dans une quête silencieuse, personnelle. Il cherchait des enfants comme Luna, des enfants brisés, pour leur offrir ce que la médecine froide n'offrait pas, l'espoir, le rythme, la musique, la vie. William tournait les pages jusqu'à trouver un extrait du testament d'Elena, enregistré 6 ans auparavant. Page 17. Une phrase qu'il n'avait jamais lue. En cas de paralysie ou de traumatisme neurologique, contactez Dr Marcus Silva. Il saura comment l'aider. Même si cela paraît fou, tout s'effondra. Sa femme lui avait laissé un plan, une recommandation. Et lui, aveuglé par ses préjugés, avait renvoyé l'unique. Vous avez menti sur tout, lança-t-il d'un ton accusateur. Marcus leva les yeux. Non, je n'ai rien dit. Ce n'est pas la même chose. Vous avez manipulé ma fille, joué sur ses émotions. Marcus secoua la tête. Je l'ai aimée, comme un père aime une enfant brisée, parce qu'il sait ce que c'est de perdre la sienne. William sentit sa gorge se serrer. Il baissa les yeux vers la photo de Luna sur l'étagère. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit dès le début ? Parce que vous n'étiez pas prêt à entendre ce que votre femme savait déjà. Que parfois, l'aide vient d'endroits inattendus et que votre ego aurait rejeté la vérité. Marcus se leva, sortit une enveloppe jaunie et la posa devant William. Elena m'a demandé de vous donner ceci seulement si je pensais que vous alliez tout gâcher. William ouvrit la lettre, reconnaissant l'écriture d'Elena. Elle y avait écrit « Si Marcus te remet cette lettre, c'est que tu as renvoyé l'unique espoir de notre fille. Il n'est pas seulement un médecin, il est un père en quête de rédemption. Laisse-le t'aider, laisse-le nous aider, c'est ma dernière volonté. » Les mots lui arrachèrent les entrailles. « Je ne savais pas. » Marcus s'approcha calmement. « Je n'ai pas besoin de votre excuse, mais Lily, elle oui. » À ce moment-là, le téléphone de William sonna. C'était l'infirmière. « Monsieur Monroe, Lily, elle essaye de marcher, elle dit qu'elle ne s'arrêtera pas tant que le docteur des papillons ne reviendra pas. » William se leva d'un bond. « Venez avec moi. » Marcus le fixa. « Pas en tant que votre chauffeur, mais en tant que médecin. En tant qu'homme que votre femme a choisi. Et en tant que père d'un autre papillon. » Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, la scène les prit de court. Lily était dans le couloir principal, debout, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil, les jambes tremblantes, chaque pas une victoire douloureuse sur la gravité. William s'élança vers elle, le cœur battant. Mais Lily leva la main. « Non, papa, je dois lui montrer, à Marcus, que je n'ai pas abandonné. » Marcus s'agenouilla lentement devant elle, les yeux brillants. « Tu es déjà en train de voler, petit papillon, » murmura-t-il. Lily tomba dans ses bras, épuisée mais rayonnante. William s'approcha, incapable de contenir son émotion. « Je ne sais pas comment te remercier, ni comment réparer ce que j'ai brisé. Mais si tu acceptes, reviens. Pas comme chauffeur, comme médecin, comme membre de cette famille. » Marcus hésita un instant, puis sourit. « Seulement si tu promets une chose, tout ce que tu veux. La prochaine fois que j'apprendrai à danser à Lily, tu danseras avec elle. » 2 ans plus tard, le manoir Monroe n'avait plus rien d'un mausolée. Il avait devenu le Centre Papillon Différent, une fondation d'accueil pour enfants handicapés, fondée par William et Marcus. Les rires résonnaient dans les couloirs, les fauteuils dansaient et la musique ne s'arrêtait pas. Lily, 10 ans, marchait désormais avec des cannes orthopédiques. Elle donnait elle-même des petits cours de danse aux nouveaux arrivants. « Papa, aujourd'hui, je vais apprendre à danser à Jade. Elle croit que c'est impossible, mais je vais lui montrer que danser sur une chaise, c'est aussi très beau. » William sourit, le cœur apaisé. Dans une interview, il déclara « J'ai failli ruiner la seule chance de bonheur de ma fille à cause de mes préjugés. »
Mais j'ai appris que la couleur de peau ne dit rien sur la grandeur d'une âme. Quand j'ai finalement vu Marcus tel qu'il était, je n'ai pas seulement sauvé Lily, je me suis sauvé moi-même. Marcus, lui, avait publié sa méthode gratuitement pour les médecins du monde entier. Sur son bureau, il avait gardé une seule photo. Lily en train de danser, sourire aux lèvres. Certains papillons volent différemment, mais ils volent quand même. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la vraie grandeur ne se voit pas toujours au premier regard.